Ok, donc l'objet, c'est vraiment de reparler du lancement de la campagne de prévention de la bronchiolite. Donc, oui. Donc, je pense qui a déjà commencé. Donc, on va vous proposer de faire juste un petit retour sur la campagne de l'année dernière. Et puis après de voir voilà les modalités d'administration et répondre à vos questions si vous en avez sur voilà l'administration et la prévention. Donc et la stratégie de communication qu'on peut aborder. Donc bon, je vais passer rapidement sur les éléments que vous connaissez tous, parfois même mieux que moi. Donc on sait que c'est à peu près 30% des enfants de moins de 2 ans chaque hiver qui vont avoir une infection à VRS, sachant que c'est pas le seul virus en cause dans les bronchiolites, mais qui va générer des hospitalisations qui peuvent créer en fait déjà pour eux, voilà, ça les met dans des situations de réanimation et qui peuvent créer une tension sur le système de santé. Donc depuis voilà, ça fait 2 saisons qu'on a pu avoir les traitements préventifs. Et donc là, les présentations, elles vont s'appuyer essentiellement sur les consignes du ministère, sur la mise en œuvre de cette campagne. Donc globalement, si je reprends la dynamique de la saison précédente, à moins qu'il y ait quelqu'un de Santé publique France qui veut le présenter, et je laisse la parole sans souci. C'est que finalement on a pu observer qu'il y avait une dynamique qui paraissait comparable, mais avec finalement une durée plus courte, une intensité plus faible, et finalement on a l'impression que l'intensité était plus faible, notamment chez les moins de 3 mois, ce qu'on peut mettre en lien au moins en partie avec justement l'administration des traitements. Concernant, donc, ce qu'on voit, c'est que le pic épidémique, il était à peu près à la même période, fin décembre, par rapport aux autres, mais par contre, qu'effectivement, en nombre de passages aux urgences qu'on pouvait rattacher une bronchiolite, on a une diminution relativement importante, et puis finalement, elle s'est arrêtée quasiment 4 semaines avant ce à quoi on pouvait s'attendre. On voit que la part d'hospitalisation finalement chez les tout petits, elle est moins importante que chez les 3-5 mois, et ça on pourra y revenir après. Voilà, mais finalement on a réussi, on a diminué en tout cas les hospitalisations chez les plus petits. Donc, la surveillance qui sera mise en place par Santé publique France, ça reste la même, c'est-à-dire qu'à partir de la semaine 41, tous les jeudis, on pourra bénéficier d'un point hebdomadaire qui va nous indiquer du coup le nombre de passages aux urgences chez les moins de 1 an, le nombre d'actes SOS médecins pour les bronchiolites chez les moins de 1 an, et puis la surveillance des données virologiques avec les prélèvements positifs. Donc ce qu'on avait vu, c'est que éventuellement, si on avait besoin, on pouvait aussi avoir une analyse plus fine qui nous servira surtout, je pense, après pour le rétex, et avec une surveillance des admissions en réanimation pédiatrique. Pour ce qui est de l'estimation de la couverture qui a eu lieu l'année dernière, alors c'est vraiment une estimation à très très large maille, on ne peut pas considérer que c'est des chiffres fiables, puisque en fait la difficulté c'est que nous on a la consommation qui se passe dans la région, c'est-à-dire les gens qui vont avoir soit les enfants nés, soit les gens qui auront retiré soit du Beyfortus dans la région, dans une pharmacie de la région. Ce qui n'est pas forcément complètement superposable avec les enfants qui sont nés dans la région ou qui résident réellement dans la région. Donc vraiment à prendre, mais ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt en gros une très bonne augmentation par rapport à la saison précédente, puisqu'à la saison précédente, on avait à peu près moins de 25% des nourrissons, donc encore une fois à peu près, alors que là, on arrive à quasiment 65%. Et ce qu'on voit, c'est que les modalités, par contre, peuvent varier d'un territoire à un autre. Donc là, ce que vous avez sur la diapositive, sur le schéma de... Je vais y arriver de droite, voilà.
C'est la répartition entre le bleu, le Beyfortus qui aurait été administré à l'hôpital, le vert, celui qui a été délivré en ville, et le rose, les vaccins qui ont été délivrés aux femmes résidant aux femmes dans la région. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction des territoires, on a quand même plus ou moins une prévalence de la vaccination maternelle par rapport à l'immunisation postnatale. Donc, ce qui peut interroger la question des préférences aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment des préférences des patients ou des préférences des cliniciens? On pourra en débattre. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, on est aussi encore à grosse maille. On est vraiment très à grosse maille, mais on a l'impression que finalement les nouveau-nés qui naissent pendant la campagne et qui donc peuvent bénéficier de l'injection à la maternité sont mieux couverts que ceux qui vont naître en dehors de la saison. Ce qui peut expliquer, alors il y a plusieurs explications et pareil, on pourra en échanger sur votre ressenti et la façon dont vous avez vécu la campagne, mais il y a peut-être la question de la prise en charge financière qui peut intervenir. Il y a la question aussi du fait de ne pas être forcément toujours en contact avec un prescripteur et le fait que les effecteurs sont peut-être moins facilement joignables, qui peuvent expliquer cette différence. On peut peut-être mettre ça aussi en lien donc avec le fait que les hospitalisations chez les 3-5 mois sont plus importantes. Donc pour ce qui est des modalités d'approvisionnement, de prescription, d'administration, en gros, rien n'a changé par rapport à l'année dernière. Voilà, il n'y a pas de stock état, c'est une commande directement des pharmacies auprès du laboratoire. Et si vous avez la moindre difficulté, faut pas hésiter à nous contacter donc à l'adresse que vous allez trouver. Pour ce qui est des traitements préventifs disponibles, pareil, pas grand-chose n'a changé. Donc il y a toujours le palivizumab, le Synagis qui est indiqué chez les enfants qui présentent des facteurs de risque d'infection et d'infection grave au VRS, avec les mêmes critères, les enfants prématurés et qui auraient moins de 6 mois au moment de l'épidémie saisonnière ou une dysplasie bronchopulmonaire ou ceux qui ont une cardiopathie congénitale. Donc ça, normalement, on peut l'avoir dans les établissements qui soient publics et privés. Il y a donc le Nirvezimab, donc le Beyfortus, donc qui est administré. Alors là, il y a une coquille, excusez-moi, c'est 2025, en fait, qui est toujours indiqué donc aux nourrissons qui sont nés à partir du 1er février pour la métropole et qu'on peut donc obtenir dans une officine et qui est pris en charge à 30%, mais normalement les complémentaires santé solidaire et la plupart des mutuelles en assurent la prise en charge. Donc ça, c'est lancé depuis le 1er septembre 2025 et c'est le circuit classique du médicament. Et enfin, il y a le vaccin Labrisvo qui reste toujours indiqué donc pour les patientes entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée entre le mois de septembre et le mois de janvier et qui est pris en charge à 100%. Voilà, et qui est toujours disponible en officine. Donc en synthèse, il y a toujours les mêmes médicaments, le Beyfortus avec ses 2 dosages en fonction de l'âge et du poids de l'enfant qui peut être prescrit par un médecin ou une sage-femme et administré par un médecin, une sage-femme ou un infirmier. Le Synagis, pareil. Labrisvo qui peut être prescrit en fait par médecin, sage-femme, infirmier et pharmacien et administré par les mêmes corps de métier. Donc au niveau de la prise en charge, c'est ce qu'on disait, c'est 100% pour le Beyfortus, quel que soit le dosage à la maternité ou à la maternité, et 30% quand c'est en officine, sachant que, comme je disais, ceux qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire ou la plupart des mutuelles le prennent en charge. Et donc, on voudrait pas que ce soit l'aspect financier qui soit un frein à l'immunisation du coup des enfants qui seraient nés en dehors de
de la campagne. Voilà. Pour compléter, il y a quand même des recommandations d'immuniser aussi les personnes âgées contre le VRS, avec un avis favorable qui avait déjà été donné l'année dernière pour le remboursement du MRESVIA, mais qui pour l'instant n'est pas encore remboursé. Voilà, on a commencé notre stratégie de communication, voilà, en rappelant l'intérêt de prévenir auprès des parents la bronchiolite. On fera des rappels en temps voulu sur les gestes barrières, les mesures d'hygiène à prendre et les conduites à tenir si l'enfant est malade. Il y a toujours, en tout cas au niveau national, des réponses aux questions les plus fréquentes pour les parents et les professionnels de santé. Et donc nous, voilà, il y a cette réunion avec vous. Il y avait déjà eu une mise à jour lors d'un précédent webinaire. Normalement, le site internet est à jour et on s'assurera de faire le relais dans les médias régionaux et en tout cas de vous informer lors des différentes phases épidémiques pour voir s'il est nécessaire d'adapter ou non. Voilà, j'ai fait vite. Est-ce que je propose qu'on échange un petit peu? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette présentation rapide? Sur les modalités de prescription, de remboursement, de prise en charge, non? Moi, j'ai une question. Allez-y. Je vous garantis pas une réponse parfaite. Allez-y, je vous écoute. Bonjour, Thierry Pérez, je suis pédiatre coordonnateur du réseau de périnatalité. J'ai suivi ça d'assez près aussi l'année dernière en continu. J'ai plusieurs remarques sur votre présentation et des réponses sur un certain nombre de données. Puis, à la fin, j'aborderai peut-être un sujet qui fâche, mais tant pis, il faut le faire. Je voudrais savoir si l'année prochaine, les données de Santé publique France sur les passages aux urgences et les hospitalisations en soins intensifs ne vont, comme ce que j'ai compris l'année dernière, ne concerner que l'hôpital Clocheville. Là, pour le coup, les données qu'on a eu l'année dernière sur la campagne 2024-2025, ça concernait uniquement les passages aux urgences à Clocheville et les hospitalisations en UPSI à Clocheville, d'après ce que j'ai compris. Ça, je savais même pas que les données étaient limitées à l'hôpital Clocheville, donc je poserai la question sur les taux d'hospitalisation. Qui oui, pour moi, en fait, je suis là où je suis un peu... Oui, super, Mathieu, t'es là, oui, c'est ça? Bonjour, oui, désolé, oui, je suis un peu en retard. Il n'y a pas de problème. Oui, en fait, pour votre question, pour ce qui est des cas admis en réanimation, du coup, en effet, je crois que cette année, c'est encore que Clocheville, du coup. Mais par contre, pour ce qui est de l'ensemble des passages aux urgences et des hospitalisations suite à un passage, là, du coup, là, on a quasiment l'ensemble des établissements de la région, en fait. Mais pour les cas graves en réanimation, là, c'est que Clocheville. Et l'année dernière aussi, donc c'était toutes les urgences, tous les passages aux urgences. C'est comme l'année dernière, ouais. L'année dernière, c'est pareil aussi. Parce que je n'avais pas tellement bien compris ça, donc peut-être le préciser quand même dans les bulletins, parce que moi, je n'avais pas compris ça. D'accord, ok, bon, on précisera. Et voilà. Donc pour les questions, pour l'instant, c'était que ça. Parfait, merci beaucoup. Il y avait Madame Anna Dagona, je crois, qui avait levé la main aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Docteur Daz, au l'hôpital de Chartres, service oui. de pédiatrie. C'est concernant le remboursement du Befortus chez les enfants, parce que les enfants déjà ont dit qu'il faut faire le Befortus qu'à partir de 35 semaines, sachant que les études vont jusqu'à beaucoup moins, c'est-à-dire 29 semaines. Et du coup, on réserve le Synagis pour les enfants qui ont moins de 35 semaines. Mais dès qu'on est, c'est-à-dire le Befortus n'est remboursé que pour les enfants qui ont moins d'1 an. Et c'est-à-dire ceux qui sont grands préma et qui sont dans leur deuxième saison leur deuxième saison hivernale. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que cette année, le Befortus soit remboursé pour ces enfants-là, quoi. Mais ça n'a pas vraiment changé par rapport à l'année passée. Alors, il me semble que si.
Excusez-moi, je vérifie tout de suite la circulaire sur. Il me semble que les deux sont possibles. Je vous réponds tout de suite. Voilà, parce que effectivement, on avait bien retenu que le problème c'était. Alors. Non, les deux sont indiqués. Vous pouvez donner les deux. En fait, selon le DGS qu'on a reçu, ils disent bien que pour les enfants qui sont, ça je le préciserai du coup aussi si c'est pas déjà pour les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois qui demeurent vulnérables à une infection sévère, seuls Beyfortus et Synagis sont indiqués. Voilà. Par contre, c'est vrai que par contre, il n'y a pas le remboursement qui est pris en charge. Ça reste recommandé. Du coup, on va faire remonter ça aussi, qu'il y a la difficulté de la prise en charge financière, puisque ça les expose à une deuxième, finalement, voilà. Ok. Merci, docteur Dar. Est-ce qu'il y avait... Ouais. Je vous écoute. Docteur Pérez, allez-y. Oui, on peut espérer que ces enfants, donc, qui sont concernés, sont des anciens prématurés, donc les enfants ayant des cardiopathies congénitales significatives, donc qui sont particulièrement vulnérables au cours de la deuxième année. Donc il y a des critères cliniques de sélection pour l'administration. On peut espérer que ces enfants soient sous ALD. Donc peut-être que le remboursement, voilà, c'est moins un problème. Donc c'est des enfants qui sont insuffisants respiratoires chroniques, qui ont des séquelles de prématurité ou avec une cardiopathie congénitale significative au-delà de la première année. On peut espérer qu'ils soient sous ALD. Ouais, alors après, ça, c'est le sujet de la déclaration en ALD. Oui, mais c'est important de le faire. Quoi. Mais c'est une bonne piste. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, allez-y. C'est à vérifier parce que j'avais essayé déjà l'année passée en passant par l'ALD justement. Mais je pense que c'est fait payer les parents. Du coup, voilà. C'est à vérifier. Merci. Ouais. Je suis d'accord. Je pense que l'ALD ne change pas les modifications de prise en charge de la vaccination, en fait. C'est pour ça. D'accord. Oui, on va faire le lien avec les caisses d'assurance maladie pour voir si relayer la question et faire des réponses après par la suite. Je pense que l'ALD ne rentre pas en ligne de compte sur la prise en charge, malheureusement. C'est l'autorisation de mise sur le marché, les conditions qui vont permettre le remboursement ou pas pour nous, pharmaciens. Donc si vous dites qu'effectivement au niveau de l'AMM, si au niveau de l'AMM c'est pris en charge la première année tel que vous l'expliquiez, c'est pris en charge. Si par contre c'est bien stipulé que ça n'est pas pris en charge au niveau de l'AMM sur la deuxième année, que ce soit ALD ou pas ALD, il n'y aura pas de prise en charge, je pense. Oui, je suis sauf si effectivement il y a des dérogations possibles ou au niveau des caisses un fonds qui permettrait la prise en charge pour ces patients, ces petits patients là un peu atypiques, oui. Ok, c'est du coup une très bonne question puisque visiblement on n'a pas la même réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous souhaitiez aborder sur Est-ce que vous avez eu des difficultés l'année dernière? En fait, c'est surtout ça le sujet à le faire. On a plutôt l'impression que non, si ce n'est en ville. Est-ce qu'il y a une moindre adhésion des parents? Est-ce que c'est plus compliqué? Et bien sûr, on vous communiquera, on mettra en ligne, excusez-moi, la présentation et l'enregistrement. Je vois quelqu'un lever la main, mais je vois pas qui. C'est un peu casse-pied, c'est difficile. Allez-y, prenez la parole. Docteur Pérez, c'est vous qui souhaitiez parler? Non? L'année dernière, est-ce que vous avez eu, en fait, est-ce qu'en ville, il y a une résistance ou est-ce que c'est tout simplement que, voilà, sur des enfants plus grands, on a plus de mal à le prescrire? Non, ok, donc j'en déduis. Le micro, Thierry.
Toujours pas de micro, Thierry. On a peut-être perdu le Il faut y avoir docteur. un peu. Il faut y avoir, Voilà, ça y est, on vous entend. Donc il y a plusieurs pistes d'explication. Alors sur les diapos que vous avez montré, Madame Hoyer, entre la campagne 2023, de 2023-24 et 24-25, vous voyez, vous notiez une augmentation du pourcentage d'enfants qui avaient été vaccinés en ville, enfin qui avaient été immunisés en ville. Sauf que heureusement, il n'y a pas de mal, parce que l'année dernière, on n'en avait pas, quasiment. Oui. Donc là, ça ne veut pas dire grand-chose à mon avis. Par contre, ce qu'on a noté sur ces immunisations ambulatoires, c'est que ça n'a pas très très bien marché l'année dernière. Pareil au niveau national, il y a à peine 50%, je crois, des enfants qui étaient éligibles, qui ont reçu le médicament. Je pense que là, il y a eu un problème de communication auprès des médecins libéraux, qui n'ont pas tous, moi, les retours que j'ai eus, les bruits que j'ai eus comme ça, c'est qu'ils n'avaient pas tellement compris que ça les concernait beaucoup de faire ça. Ça c'est donc voilà, peut-être qu'ils n'étaient pas très au fait de l'importance de leur rôle là-dessus. La deuxième piste, c'est exactement la même raison que ce que l'on disait sur la disponibilité, l'erreur de disponibilité sur la première saison du Beyfortus à 100 mg. C'est que il y a deux choses qui ont été confondues. C'est l'acceptabilité et la compliance. C'est-à-dire, quand vous administrez du Beyfortus 50 mg en maternité, il suffit d'avoir l'acceptabilité des parents et instantanément, l'enfant, il l'a. D'accord. Et il n'y a pas de compliance, il n'y a pas de notion de compliance. La compliance, c'est le patient qui est actif pour aller chercher le médicament et se le faire injecter. Et donc ça, c'est que en ville. Et effectivement, en ville, on rajoute la barrière de la compliance sur l'acceptabilité du médicament. Et c'est deux modes d'administration complètement différents et deux dynamiques d'administration aux patients qui sont complètement différentes. On ne peut pas comparer, ce sont deux mécanismes différents. Il y en a un, c'est l'acceptabilité, l'autre, c'est l'acceptabilité et la compliance. Et on sait très bien que la compliance médicale, elle est pas très bonne tout le temps. Donc ça, c'est une autre explication aussi sur la différence entre les taux qui sont administrés, qui sont très bons en maternité. Mais tous les retours qu'on a eus, c'est qu'il y a eu très peu de refus. Moi, j'ai eu très peu de refus, un peu plus sur la deuxième campagne que sur la première. Sur la première année 2024-2025, on a eu 2023-2024, on a eu très peu de refus en maternité. Enfin, moi, j'ai une petite maternité, Chinon, mais on a eu très peu de refus, un peu plus. Sur la deuxième campagne de l'année dernière, je ne peux pas vous dire si c'est significatif, parce que c'est des effectifs trop faibles pour pouvoir c'est significatif, donc ça demande à être suivi. Ça, mais globalement c'est pas mal. Et cette année, sur le début, je pense, j'ai l'impression que c'est encore mieux, parce qu'il y a eu un effet collatéral de ça, qui est que parce que moi, en même temps que je fais les sorties de maternité, je prescris moi le Rotarix aussi. En disant aux parents, à 2 mois, vaccinez votre enfant contre la gastro. Et avant, ils ne connaissaient pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu, dans les campagnes d'information des parents, il y a une collatéralité de bénéfices de communication où les parents ont tous entendu parler du Rotarix. Donc voilà, c'est un truc, c'est un effet collatéral positif, je pense, de la communication sur la protection des enfants sur les épidémies hivernales. Et puis, oui, sur effectivement, l'effet. Moi, j'avais, à l'époque où j'étais en réanimation à Closeville, sur l'année 2012, j'avais fait un recueil de données exhaustif, assez étendu sur l'ensemble des hospitalisations sur l'année 2012, sur les âges, les modes d'entrée, les pathologies, VRS, pas VRS, ventilé, pas ventilé, l'âge, etc. Et donc j'ai comparé les chiffres. Alors, ce sont des chiffres que j'ai recueillis, que j'ai colligés sur les différents bulletins successifs de MPS, de MPF qui sont parus l'année dernière. J'ai pris de semaine en semaine,
J'ai ajouté les effectifs des enfants qui sont passés aux urgences, leur âge et ceux qui sont passés en réanimation. Effectivement, ça montre de façon très très claire que le gain essentiel a été chez les enfants de moins de 3 mois. C'est les tout petits qui ont été beaucoup moins touchés par des formes graves. Ça, c'est clair, très clair. Par contre, les plus grands. Alors, par contre, moi, quand je regarde, alors ce que vous avez montré, Madame Moyer, les courbes, c'est les taux. Alors, il y avait les barres d'hospitalisation. Les barres, c'est les effectifs. C'est ça. Les taux. C'est les taux. C'est le pourcentage de bronchiolite par rapport à l'ensemble des consultations aux urgences. Et donc, selon ça, c'est selon l'intensité de circulation du virus et l'intensité de circulation des autres virus aussi en même temps et des autres pathologies. Donc ça à mon avis, les courbes, elles veulent pas dire grand-chose parce que c'est la proportion d'enfants qui ont des bronchiolites aux urgences. C'est tellement dépendant d'autre chose que la bronchiolite que du coup les rapports vont changer de façon artificielle indépendamment de la bronchiolite elle-même. Donc c'est assez voilà. Et moi, quand j'ai regardé les chiffres, quand j'ai colligé les chiffres, et j'ai comparé à avant, donc avant Covid, parce que Covid, ça a été une période sur laquelle on a été, je me suis demandé comment ça a impacté globalement sur la population. Alors ça je posais la question tout à l'heure, mais c'est une vision partielle parce que c'est uniquement sur. Alors maintenant. Je croyais que c'était uniquement sur Clocheville, mais sur les urgences, c'est un peu tout le monde. Et quand j'ai regardé, je suis remonté dans les bulletins MPF, SPF de 2018-2019, et j'ai colligé l'ensemble des passages aux urgences et l'ensemble des hospitalisations, et j'ai fait la campagne l'année dernière. Et en fait, au total, il y a plutôt un petit peu plus à la fois de passage aux urgences et d'hospitalisation en soins intensifs l'année dernière que avant la première campagne Beyfortus, avant le Covid. Donc ça m'a étonné un petit peu. Mais voilà, j'ai repris les chiffres là, donc voilà. Mais par contre, lorsque l'on détaille sur les âges, très clairement, les enfants qui ont été hospitalisés sont en moyenne d'âge beaucoup plus. C'est-à-dire que les moins de 3 mois ont fondu complètement. La cohorte des moins de 3 mois a complètement fondu. Et c'est ceux-là qui sont généralement les plus graves et les plus. Sachant que maintenant, on meurt plus de la bronchiolite. Pour les enfants standards. Je ne parle pas des enfants prématurés et des cardiopathies. Ceux-là, ils sont quand même très bien protégés depuis plus de 15 ans. Et donc, on en perd quasiment pas. Mais on ne meurt plus de la bronchiolite. Il y a eu 0 mort en soins intensifs de bronchiolite l'année dernière. Et en 2010, il y en avait peut-être 1 ou 2. Mais, parmi les effectifs totaux, déjà en 2012, là je les ai pas là parce que je suis plus en réanimation, mais en 2012 je les avais tous, les bronchiolites, les infections respiratoires à VRS, il y avait presque 20% de l'effectif total de VRS qui étaient des enfants polyhandicapés. Voilà, dans la tension si on regarde le problème sur la mise en tension des soins, le service de réanimation pédiatrique, on avait 7 lits en réanimation pédiatrique, et ceux qu'on a perdus, et une proportion non négligeable étaient des enfants polyhandicapés. Donc ça, sur la tension de soins, c'est pas négligeable non plus dans les réanimations. Et là, donc, on s'occupe essentiellement des moins de 2 ans, sauf que ça touche pas effectivement, même les enfants, ça ne touche pas que les moins de 2 ans. Et on a beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup plus que l'on croit, d'enfants polyhandicapés avec des insuffisances respiratoires sévères qui sont éventuellement ventilés sur trachéotomie ou en ventilation non invasive, et qui eux font des complications très sévères sur le VRS tous les hivers. Donc ça, c'est juste des notions comme ça. Mais voilà. Voilà un peu le tableau. Ce qu'on a montré là, c'est vraiment, il y a un gros effet sur les moins de 3 mois, sur les tout petits. Ouais. Mais ça n'empêche que quand on voit alors après, encore une fois, c'est c'est la part d'hospitalisation sur les passages aux urgences, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est peut-être aussi un changement. Enfin, en fait, il faudrait mettre ça en corrélation avec les us et coutumes des patients entre ceux qui vont consulter leur. Oui, depuis 2012, la prise en charge a considérablement changé.
sur la prise en charge de la ventilation. Par exemple, là, l'année dernière, il y a eu 0 enfant, je dis bien 0 enfant sur l'épidémie qui a été ventilé de façon invasive. Aucun. Alors que c'était presque 50% en 2012. Donc, effectivement, sur 10 ans, on a énormément progressé sur les prises en charge. Et ça, c'est caractéristique de la médecine, c'est qu'on fait des progrès sans arrêt, contrairement à ce que certains de gens pensent, mais ils disent. Mais on progresse sans arrêt et on a considérablement amélioré la prise en charge en étant beaucoup moins invasif. Et mais aussi avec d'autres dispositifs qui sont apparus. Il y a plein après il y a plein de thérapeutiques qui n'ont pas fait preuve de leur sur lesquelles on a eu de l'espoir et qui n'ont pas fait preuve du tout de leur intérêt, comme le sérum hypertonique ou ce genre de choses. Ça finalement on s'est complètement abandonné. Finalement on est réduit à extrêmement peu de choses dans la prise en charge en dehors de la ventilation non invasive. On n'a pas changé grand chose. Il y a les différents modes de ventilation non invasive. Maintenant, on a du haut débit, etc. Enfin, il y a différents modes qui sont apparus un petit peu différemment de ce que l'on faisait encore il y a une dizaine d'années. Donc, c'est un peu plus, c'est optimisé, c'est plus allégé, mais finalement, en termes de prise en charge, on a très peu de choses à proposer différentes de tout ça. Mais voilà, voilà l'effet. Donc là, je pense qu'il y a le gros effet qu'on peut attendre là, et sur lequel il faut, je pense, réfléchir sur la communication et parce qu'en maternité, ça marche quand même pas mal. C'est sur les enfants depuis février. Il y a un petit truc moi qui m'en gêne un tout petit peu. C'est pas gravissime, mais ça me gêne un tout petit peu, c'est que la campagne d'immunisation par le vaccin par l'Abrisvo commence en même temps que l'administration du Beyfortus. Ce qui ne semble pas tellement... parce que l'Abrisvo se fait entre 32 et 36 semaines, donc ce qui veut dire que pendant 10 semaines, là, oui. Les enfants qui vont naître ne seront protégés que par le Beyfortus. Il faut leur faire absolument le Beyfortus, sinon ils ne seront pas protégés. Donc si on avait... moi je verrais un petit... c'est commencer pendant l'été pour couvrir les patientes, enfin en tout cas, voilà. Il semblerait cohérent de commencer la vaccination des mères plus tôt, 10 semaines plus tôt, et puis après le Beyfortus. Parce que là, du coup, si on veut réfléchir en ce terme-là, on a une inégalité de prise en charge de la population des patientes selon qu'ils sont nés avant ou après. Ils ne peuvent pas bénéficier. Aucun des enfants qui naissent là n'a pu bénéficier d'une protection immunitaire par l'intérieur de sa mère et doit recevoir une injection intraveineuse en maternité, ce qui est un acte supplémentaire, ce qui est dans certaines fois nécessite une organisation quand même dans les grosses maternités un peu particulière. Et donc voilà, ça me paraît pas complètement cohérent. Une chose, moi, que j'ai mis en place et qu'il faut parce qu'on l'a eu un petit peu tôt, que j'avais un peu dit ça l'année dernière et on l'a eu un petit peu tôt, plus tôt cette année, et ce qui a permis d'anticiper, c'est que on a su relativement tôt à quelle date allait commencer la campagne d'immunisation, ce qui fait que on a pu, moi, pendant tout l'été, depuis juillet, j'ai prescrit le Beyfortus à 100 mg aux enfants qui sont nés pendant cette période-là, et donc ça serait qu'à partir du 1er septembre, pouvaient bénéficier de l'administration. Donc j'en ai parlé aux parents avant, je l'ai prescrit, parce qu'à 2 mois, les enfants, globalement, un enfant à terme, à 2 mois, il fait 5 kilos. Il a passé les 5 kilos. Et donc, puis même après, plus près du 1er septembre, je mettais 50 moins de kilos, moins de 5 kilos et 100 mg si plus de 5 kilos. Et ça, pour améliorer finalement cette couverture, parce que j'étais au courant de ça, on a prescrit ça déjà sur l'été, de façon à jouer là-dessus. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que l'on pourrait suggérer, travailler auprès des pouvoirs publics, auprès des collègues dans les maternités, de mettre ça en place, sachant que ça va arriver, que dès qu'on essaye d'avoir le plus tôt possible la date à laquelle on va commencer,
au mieux essayer de faire en sorte que la DGS décide des administrations de la Brisevaux et du Bfortus de façon un petit peu cohérente sur leur démarrage, et puis que nous, en plus, pré-prescrire à l'avance, de façon à récupérer un maximum d'enfants entre la naissance fin février, début février, et puis avant, et septembre. Pour rattraper ça, parce que c'est le gros point qui reste. Là, on a un levier d'amélioration plus important sur l'ensemble de la population. Alors, c'est intéressant parce que ce qui est clair, c'est que certains d'entre alors soit les patients ont été en décalé vis-à-vis de la prescription, soit il y a quand même eu de la prescription en dehors, et c'est une raison pour laquelle les statistiques, elles sont vraiment pas précises, c'est vraiment une grosse maille, c'est qu'il y a quelques patientes qui ont reçu de la Brisevaux, alors il y en a une ou deux, hein, c'est pas des mais en juillet par exemple, et pareil, on voit des administrations de Bfortus en dehors des dates de campagne. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les statistiques peuvent pas être précises, c'est qu'à un moment il a fallu mettre des bornes, hein, sinon ça n'avait plus de sens. Il y avait les générations qui en plus se chevauchaient, mais ça a été fait et en tout cas ça a été délivré. Alors nous, le problème c'est qu'on sait juste quand ça a été délivré, pas forcément quand ça a été injecté, mais c'est une bonne piste et ça me permet de rebondir sur est-ce que vous, dans vos pratiques, vous avez vu une préférence si on regarde, parce qu'on a l'impression, voilà, si on prend la part de patientes qui en Eure-et-Loire ont eu reçu de la Brisevaux par rapport à la part de patientes en Indre-et-Loire, on a l'impression qu'il y a des différences de pratiques. Est-ce que vous avez des préférences émises, sachant, d'un point de vue purement économique, ça paraît plus rentable de faire la Brisevaux. Après, voilà, c'est vraiment purement financier. Est-ce que vous avez observé, vous, des différences est-ce qu'il y a des réticences à utiliser la vaccination pendant la grossesse dans certains départements et moins dans d'autres, ou est-ce que ça réveille rien, du coup, finalement? Docteur Pérez? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais là, on parlait du sujet qui fâche. J'avais évoqué ça. Je vais le dire. Tant pis, je vais le dire. Parce que c'est vraiment... moi, ça me heurte énormément. Donc, pour la réponse, savoir à Brisevaux ou l'autre, je pense que pour l'instant, c'est la première année c'était la première année. C'est quand même assez difficile de... oui, il y a des... Il faut prendre ça comme un tour de chauffe, une habitude. Probablement que ça a été porté un petit peu par le fait que on avait la recommandation aussi sur la coqueluche de la même façon, et donc ça a été, les femmes ont peut-être plus facilement compris l'intérêt et le mécanisme, parce que ça, je pense que c'est assez bien passé auprès de la population. Le truc, moi, qui est vraiment, tant pis, je vais le dire. On m'a rapporté dans la maternité où je travaille que par des soignantes, des auxiliaires de puériculture, qui avaient été en contact avec des visiteurs médicaux de chez Sanofi, qui leur ont dit que il fallait pas faire le Bfortus, mais plutôt pas faire la Brisevaux, mais plutôt le Bfortus, parce que c'était plus efficace. Ok. Donc là, ça devient compliqué quand même. Déjà, voilà. Alors je ne sais pas, moi je voulais justement poser la question s'il y avait des personnes dans les autres maternités de la région qui sont présentes, qui ont entendu ça auprès ces retours-là de leur personnel, parce que moi c'est vraiment, ce sont les auxiliaires de puériculture qui sont venus me dire ça. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes, notamment parce que déjà éthiquement, c'est à peu près un scandale. Et deuxièmement, si auprès des gens avec qui on travaille, on nous dit, on leur dit que ce que l'on fait, nous, parce que après ils vont me dire, mais pourquoi est-ce que vous faites le Bfortus? Parce que c'est moins efficace. Nous on nous a dit que c'était moins efficace. Alors vous faites ça parce que vous avez des intérêts, parce que voilà. Et là on entretient la méfiance. La méfiance et le système complotiste, et on met de la dissonance et des tensions dans les équipes même qui travaillent. Et ça, c'est tolérable. Merci, Dr Pérez. On va laisser, du coup, je pense que c'est l'Ordre des sages-femmes du Loir-et-Cher qui souhaite s'exprimer sur ce sujet.
Oui, bonjour, Anaïs Micoulo. Moi, je suis aussi sage-femme au centre hospitalier de Blois. Justement, c'était aussi pour ça que je voulais me connecter parce que effectivement, il y a des bruits qui courent comme quoi le Beyfortus, moi c'est l'inverse, serait plus efficace que la Brisvo. Moi, j'aime bien avoir des données vraiment scientifiques et je voulais justement pouvoir en échanger avec vous. Deuxième point, en tant que sage-femme, nous, la difficulté, c'est d'effectivement sensibiliser toutes les sages-femmes pour pas retarder sur la Brisvo. Et des fois, c'est si on n'y a pas pensé en amont. Et je vois que Dr Pérez, effectivement, a une façon de faire d'informer très tôt. Et on s'est retrouvé avec des femmes qu'on ne voyait pas forcément entre 32 et 36 et qu'on voyait à 37 et on avait loupé le coche. Donc, c'est vrai que peut-être voilà, travailler au niveau de l'ordre pour pouvoir vraiment pouvoir commencer et ne pas louper ces femmes entre 32 et 36 dès le 1er septembre. Et la difficulté, c'est quand la coqueluche a été faite peu de temps avant, parce qu'il faut quand même 15 jours entre les deux. Et des fois, on se retrouve avec une femme qui, à 34 semaines, vient de se faire vacciner pour la coqueluche. Et du coup, effectivement, elle ne peut pas se faire vacciner par la Brisvo. Mais par contre, on peut rattraper quand même avec le Beyfortus. Voilà, mais si vous pouvez, oui, effectivement, clarifier sur l'efficacité. Ça m'intéresse et ça intéresse l'équipe aussi de Blois. Pas de souci. Du coup, je vais voir s'il y a des documents déjà tout faits. Sinon, effectivement, qu'on ait une communication transparente sur le fait qu'à ma connaissance, à ce stade, il n'y a pas de différence d'efficacité entre les deux et que du coup, il y a quand même la question, de l'administration. Merci beaucoup. Est-ce que, mais c'est important de le savoir, je pense que du coup, nous, ça veut dire que c'est important, dans la communication, il faut aussi qu'on puisse bien mettre l'accent sur le fait que l'un ou l'autre, pour l'instant, sont recommandés de façon complètement égale. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous souhaitiez aborder? Donc moi, je sais que je reviens vers vous concernant le remboursement du Beyfortus pour les enfants de plus de 1 an à leur 2e saison. Voir si effectivement l'inscription dans le cadre d'une ALD permet ou non la prise en charge. Et puis qu'on communique du coup bien sur aussi le fait que le Beyfortus n'est pas forcément plus efficace que la Brisvo à notre connaissance pour l'instant. J'en ferai un tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez avoir? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Du coup, je compléterai le diaporama avec la réponse aux questions. On mettra en ligne le webinaire. On est disponible. Je remets pour répondre. Alors, si c'est des questions, mince, elle est où? Je vais la retrouver, l'adresse. Voilà, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter pour toute difficulté rencontrée. Que ce soit des difficultés de discours, que ce soit des difficultés d'approvisionnement, d'organisation, effectivement des prises en charge. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence active. Et puis, je vous souhaite une bonne saison en espérant qu'effectivement, elle reste très calme et avec, comme l'a dit le docteur Pérez, pas de mort et moins d'hospitalisation grave. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.